Eh bien, merci de votre présence en ce deuxième jour et quatrième séance de notre traditionnel festival d'avant-première avec l'association du cinéma Méliès, Rancaro Méliès. Je suis très ravie et assez émue d'accueillir ce soir pour l'avant-première d'Atlantique une réalisatrice qui vient de décrocher le Grand Prix du Festival de Cannes, Mati Diop. Merci beaucoup d'être là, d'être aussi nombreux. Et merci à vous pour d'accueillir le film ce soir, pour cette avant-première. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Je suis très très heureuse de vous montrer mon film, de vous partager mon film. Depuis Cannes, le film a fait déjà un petit parcours. Il est sorti en salle à Dakar cet été, le 2 août. Donc j'ai passé 3 semaines là-bas pour accompagner la sortie du film, dont je vous parlerai avec plaisir après la projection, puisque je reste pour échanger avec vous après le film. Ensuite, le film est allé à Toronto et voilà. Et j'ai entamé une tournée française dans différentes villes de France et me voici. Voilà. Donc, il s'agit de mon premier long métrage que j'ai tourné l'année dernière en 2018 à Dakar. Mais c'est mon 3e film tourné là-bas. J'ai tourné un court métrage intitulé Atlantique avec un S en 2008, puis 1000 soleils en 2013. Voilà, que j'ai aussi tourné en Wolof. Et je vais rien vous dire sur le film et j'espère que vous allez oublier tout ce que vous avez entendu. Si vous avez lu ou entendu des choses, oubliez tout. Et très bonne projection. Et voilà, je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous après. Voilà. Merci. Je vais peut-être poser là ou les premières questions. N'hésitez pas à intervenir dès que vous le souhaitez, en tout cas en demandant le micro. Tu avais parlé en préambule de ton premier court-métrage qui s'appelait également Atlantique au pluriel. Et je crois qu'il y a un pont entre ces deux films au-delà de leur titre. Est-ce que tu pourrais déjà développer sur le premier cours et le désir qui a engendré ce long métrage? Oui. Alors Atlantique, le court-métrage, a été tourné en 2008. C'est un film dont j'ai autoproduit le tournage. Et ensuite, j'ai fait la rencontre d'une productrice qui est dans la salle, qui s'appelle Corinne Castel, que je salue, que je remercie. Qui est la première productrice qui a cru en mes images. Et c'est pas rien. Et donc, à cette époque, je ne l'ai pas dit au début du film, mais entre 2000 et 2010, à Dakar, beaucoup de jeunes sont partis, ont migré vers l'Espagne. Et à cette époque, donc en 2008, ça faisait partie des années où il y a eu le plus de départs en mer. Et cette année, c'est l'année où j'ai fait moi un retour vers le Sénégal que j'avais déserté longtemps. C'est un endroit où j'avais régulièrement enfant, suffisamment pour avoir des repères forts là-bas. Pendant 10 ans, j'y suis pas allée. Et en 2008, pour différentes raisons, je suis retournée au Sénégal. Et au moment où moi j'étais dans une démarche de retour vers le pays de mes origines paternelles, j'ai quelque part croisé
un certain nombre de jeunes qui, eux, fuyaient ce même pays vers l'endroit dont moi je venais. Sauf que moi, j'y suis allée en libre circulation, qu'eux étaient considérés comme clandestins en faisant le voyage inverse. Et je pense que de cette collision voilà, est né Atlantique, et j'étais encore une très, très jeune cinéaste. Enfin, je commençais à peine en fait à vouloir faire des films, et je pense qu'encore une fois, pour des raisons personnelles et un contexte politique qui m'a mise dans une situation d'urgence, j'ai décidé de mettre mon cinéma au service de ce qui se passait. Et parce que j'étais à un endroit un endroit que j'ai choisi, hein, mais que je me suis retrouvée un témoin assez proche en fait de cette situation, avec mon cousin d'environ le même âge que moi. J'ai cherché à rencontrer des personnes qui s'apprêtaient à partir en mer ou qui en revenaient, parce que j'avais, je pense, décidé de consacrer un film à ça. Et à l'époque, déjà, les médias de masse maltraitaient énormément la situation, et même si en théorie, je savais qu'il y avait un gouffre énorme entre la manière dont c'était traité par les médias et la réalité, on le sait tous en théorie, mais se retrouver proche d'une situation comme celle-ci et tout d'un coup entretenir avec elle un rapport beaucoup plus intime. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai cherché à provoquer aussi. Et donc j'ai fait ce court-métrage où je filme un jeune homme qui se confie pour la première fois à ses deux amis sur sa traversée en mer. Et donc à travers son récit, le récit d'un seul garçon, j'ai voulu embrasser le portrait de cette jeunesse qui partait en mer, et j'ai aussi voulu ouvrir le plus possible à toutes les histoires fantômes liées à l'Atlantique, la traite, la colonisation, tous les voyages qui ont été faits liés à cette histoire dans le passé. C'est pour ça que j'ai mis en correspondance le récit de série et un texte d'un des rescapés du radeau de la Méduse. Et quelques années après, après avoir tourné Atlantique, le court-métrage, j'ai senti que j'avais pas du tout fini de parler de tout ça, que j'avais envie de consacrer un long-métrage à cette situation, que ce serait un film fantastique parce que tout ce que j'ai vécu cet été-là a généré en moi des visions, des intuitions, où je sentais que s'il y avait un film à consacrer à cette jeunesse fantôme, cette jeunesse disparue en mer, il faudrait que ce soit un film fantastique, pour plein de raisons, à la fois pour l'aborder de manière différente, pour proposer un imaginaire très très différent sur cette situation, et puis que la notion de disparition en mer, pour moi, elle impliquait d'en faire un film fantastique sur quelque part une jeunesse qui revient hanter les vivants, puisqu'elle n'a pas laissé de traces, elle est omniprésente. Et après, je pense que c'est vraiment le printemps dakarois qui est arrivé 6 mois après le printemps arabe à Dakar, qui m'a vraiment, je pense, vraiment aidé à me positionner sur comment raconter cette histoire, parce que j'avais très peur je me méfiais beaucoup de mon propre projet. Je me disais, mais il y a quelque chose qui me semblait pas juste dans le fait en tout cas, j'étais consciente de l'écueil énorme dans lequel je pouvais tomber je pouvais pas réduire toute une jeunesse sénégalaise à celle qui part en mer. Il y a évidemment énormément de jeunes qui restent, qui travaillent, qui n'ont aucune envie d'Europe et d'ailleurs. Et donc comment à la fois évoquer ce qui s'est passé sans enfermer toute une jeunesse dedans, et puis surtout parler à partir des vivants, de la force vitale inouïe d'une autre certaine jeunesse sénégalaise, et puis la question du point de vue féminin, je pense qu'elle vient de moi, quoi. Je crois que le court-métrage, je peux revenir dessus, mais était centré autour d'un homme. Là, le parallèle centré autour de la jeune femme, et puis aussi le fait que les corps des garçons s'incarnent pour la plupart dans des corps de femmes. C'était aussi une façon de décrire celles qui restent, celles qui
Enfin, je trouve que ça et puis d'autres choses font que le film échappe à tout catalogage en fait. C'est une histoire d'amour, c'est un récit initiatique, c'est effectivement un film fantastique, mais il y a ce nerf central autour des femmes qui est très intéressant, je trouve. Enfin, il est très, très beau. Oui, c'est tout ça à la fois. Et finalement, plus je parle du film, plus je parle du film. Ouais, plus je redécouvre, parce qu'on redécouvre un peu son film aussi en parlant, en rencontrant le public qui fait que le film ne lui appartient plus. Et je me rends compte que même si le point du départ a vraiment été de consacrer un film à cette jeunesse, que finalement, il parle que cette jeunesse-là, disparue en mer, elle est évidemment une toile de fond essentielle et primordiale, mais qu'en fait, elle est ce qui fait exister les personnages féminins, elle est ce qui fait l'histoire s'enclencher, elle est elle est la raison d'être du film, mais que le film parle avant tout de ces jeunes femmes qui survivent à cette disparition, qui n'ont... Pareil, en tout cas, pour revenir sur le personnage principal, elle est ni dans une attente passive dont j'avais assez peur aussi. Je me suis beaucoup inspirée de l'archétype de Pénélope. J'ai voulu raconter. Mais oui. Oui, alors moi j'ai beaucoup pensé tout le long du film à un film qui s'appelle La pirogue, dont j'ai oublié l'auteur, j'ai honte. Moussa Touré. Voilà, merci. Et parce que j'ai trouvé tout le long, je faisais le parallèle, quoi. C'est-à-dire la pirogue, qui est un film où on voit des jeunes et des moins jeunes hommes dans la force de l'âge. Enfin, il y a une femme qui s'en vont, c'est un huis clos, c'est un film magnifique, alors ils sont vraiment en plein dans la mer, quoi. Et là, j'ai l'impression que on voit que c'est le pendant féminin qui les attend. Enfin, pas que, mais au départ, moi j'ai beaucoup pensé à ça au départ, et effectivement, c'est cette immigration, enfin dire, qui n'est pas l'essentiel, comment ça marque quand même tout le pays, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Bien sûr, vous développez d'autres choses, hein, mais en tout cas, ça m'a un peu frappé. J'ai l'impression que c'était un genre de suite, une réponse. Moi, je pense que c'est l'antithèse de La pirogue, mon film. Ah oui. Je pense que c'est un film que j'ai pas du tout aimé, qui m'a profondément dérangée, moralement, éthiquement, dont je sens une vraie sincérité de consacrer aussi un film à cette tragédie, à cette période, tourné par un Sénégalais qui l'a vécu d'encore plus près que moi, sans doute. Donc je remets absolument pas en question la sincérité du geste, mais en termes de point de vue sur une situation et de point de vue de cinéaste, pour moi, c'est l'antithèse. Moi, personnellement, je trouve qu'aller mettre sa caméra dans une pirogue et représenter ce qui se passe à l'intérieur d'une pirogue et faire parler ces personnages quand ils sont sur le point de mourir en français, donc, c'est pas une suite de La pirogue, c'est l'antithèse absolue de La pirogue, selon moi. Mais ils ont comme point commun d'avoir eu comme point de départ et mais j'allais dire comme sujet, mais c'est pas un sujet pour moi en fait. Voilà, c'est mon point de vue. Bonsoir. Bonsoir. C'est pas une question, c'est juste pour dire merci. Ça fait 15 ans que je suis pas parti au Sénégal, et voir votre film me permet de voir mon pays après 15 ans, de voir la jeunesse de mon pays, de voir la force des femmes de mon pays aussi. Et je trouve ça très beau, comment vous les avez filmés, comment vous avez magnifié, et comment vous racontez l'amour de façon aussi universelle, parce que avant d'être une histoire de garçon qui part, c'est aussi une histoire d'amour, et merci d'avoir montré cet amour. Merci. Merci beaucoup.
Merci. Bonsoir. En fait, je suis assez un esprit un peu rationnel, peut-être trop rationnel. J'ai une petite question. Je trouve vraiment super intéressant le film. Parce que, enfin, c'est rare d'avoir un film qui parle d'autant de choses. En fait, je trouve qu'il y a énormément d'informations dans ce film, ce qui est rare. À l'heure actuelle, les films sont tellement pauvres, je trouve, d'informations, justement. Et en fait, je me demande quel est le lien entre les femmes qui réclament l'argent dans le cimetière et les hommes les morts vivants qui reviennent, qui parlent le fantôme, je ne sais pas comment vous les appelez. Alors, je vais... je comprends très bien votre question, mais en fait, comme on me la pose souvent, enfin, de temps en temps, en fait, non, mais il y a plein de manières de comprendre un film, d'approcher un film, et moi, je crois donner aussi beaucoup de place au spectateur, donc... et en même temps, je suis assez tentée de proposer quelque chose. Ça fait quelques projections que je fais et j'aimerais bien qu'un des spectateurs réponde à ma place. Je l'ai jamais tenté et je trouve que c'est amusant. Mais c'est pas parce que j'en ai marre de répondre, c'est pas du tout ça. Hein. Moi, je suis très bien, je suis hyper consciente des choses qui peuvent échapper, ou des malentendus, ou des... Mais je me dis que c'est drôle aussi que d'autres répondent pour moi. Alors moi je vais faire une tentative, parce que je suis artiste, mais que je décale, je travaille aussi sur cette question, et que je décale aussi le propos, beaucoup comme toi, donc c'est un plaisir de venir voir ton film ici. Donc je rentre en correspondance aussi avec beaucoup d'autres artistes et d'autres personnes qui travaillent, je n'aime pas dire ce sujet. Il faut répondre à la question du monsieur. Oui, je réponds à la question, mais je vais y répondre de façon détournée. Je suis allée écouter, il y a quelques semaines, une femme qui s'appelle Cristina Cataneo, qui est médecin légiste et qui aujourd'hui recueille toutes les preuves dans les bateaux, les corps de ces morts. Et elle dit qu'elle travaille pour les vivants. Donc moi je dirais que ces femmes que tu mets dans ton film, elles sont les personnes blessées qui restent sur Terre. Et elles sont un peu mortes de leur mort, en fait, finalement. Voilà. Non ? Non ? Il y a plein d'autres candidats à la réponse. Ah bon, alors il y a plein d'autres candidats. Bon, super, d'autres candidats. Alors, un autre choix. Alors, moi, tel que j'ai compris et ressenti la chose, ces femmes sont possédées par tous les morts, et en fait, c'est les morts qui vivent à travers elles et qui viennent réclamer l'argent qu'on leur a pas payé, et c'est pourquoi ils ont dû partir. J'ai gagné. C'est ça. Et l'inspecteur, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive quoi à l'inspecteur? Ah bah si, oui. Là, c'était pas... Voilà, il est possédé par Suleiman. Non, mais... Il est possédé par Suleiman. Voilà. C'est pour ça qu'on les voit tous les deux, l'un derrière l'autre au début. Ça me rassure. La réponse... généralement... Eh ben, voilà. Non, mais... Elles sont un peu mortes vivantes, quand même, non? Elles sont un peu mortes vivantes quand même, dit madame, je traduis pour qu'on vous entende les réponses. En fait, je me suis posé, avant d'en arriver au principe des possessions, c'est pas arrivé tout de suite. Pour moi, ce qui était évident, c'était la figure du revenant. C'était la figure du... Enfin, je voulais vraiment travailler sur la question du retour de celui qui migre, du retour, donc de la figure du revenant. Et je pense que j'ai été traversée par des visions d'hommes qui sortaient de l'océan, enfin de ces jeunes qu'on voit au début du film, qui sortent de l'océan et qui errent dans le quartier. Et j'avais peur du côté trop Z de ces visions. Je voulais pas basculer dans le film
Z, de zombies, j'avais pas du tout envie de ça. Parce que c'est pas trop mon truc et que j'avais pas envie d'être dans ce sensationnel-là. Et la raison pour laquelle j'ai choisi Les Possessions, c'est avant tout parce que c'est un film sur la hantise, en fait, sur l'idée que les fantômes prennent naissance en nous, et que l'attente et le fantasme et le voilà, être hanté quoi, par cette disparition. Je me suis beaucoup intéressée aussi à la manière dont, à partir de cette disparition brutale, le réel d'Ada se dérègle, le rapport au temps, sa manière sa manière de regarder le monde qui l'entoure, sa propre réalité. À partir du moment où Suleiman disparaît, elle porte plus, au fur et à mesure du film, elle porte son regard sur elle-même et sur sa situation change. Mais surtout, voilà, c'était sur la hantise. Et je me suis inspirée à la fois de certaines cultures locales, à la fois africaines et musulmanes, les figures des djinns les djinns dans le Coran. Et en dehors d'Ada, qui n'est pas possédée parce qu'elle est visitée par Suleiman à travers Issa, voilà, j'ai eu envie que cet argent que viennent réclamer les garçons soit porté par le corps des femmes la nuit. Et peut-être que ça, hypothèse aussi, ça ajoute aussi une dimension, juste une interprétation à la dimension de réflexion sur effectivement la condition féminine, parce que ça permet de voir que les femmes la famille s'interroge de savoir pourquoi telle ou telle fille est possédée, de savoir comment elle s'habille, de savoir ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour ne pas l'être. Et donc ça, alors je sais pas si on peut dire que ça creuse, parce que je veux pas les catégoriser, mais ça creuse un petit peu le choix que doit faire aussi Ada entre ses amis plus sages et ses amis plus fêtardes. Et voilà, il y a peut-être cette dimension-là aussi qui arrive avec la possession. En fait, c'est toutes ces réalités-là qui se dans un même film, c'est ces filles qui sont possédées la nuit, elles ont leur vie la journée et elles représentent chacune des archétypes de femmes différents. Dior, Fanta, Mariama. Moi, j'ai vraiment, je sais pas, tout simplement voulu créer des personnages très variés, très. Et surtout, en fait, on écrit souvent des personnages secondaires pour alimenter son personnage principal, pour incarner les différentes mentalités, les différentes manières de penser d'une société, la Fanta hyper profiteuse mais qui l'assume, Dior qui s'est vraiment, qui a vraiment tracé sa route, qui s'est émancipée, on ne sait pas si elle est musulmane ou pas, peu importe. Mariama qui rêverait d'avoir des amis comme Dior et Fanta mais qui ne s'autorise même pas à le penser. Enfin, après c'est tout simplement voilà, des personnages vivants, différents, contrastés, et qui m'ont permis d'affirmer l'évolution, la métamorphose d'Ada, qui à la base est programmée dans une vie voilà, qu'elle n'a pas choisie et qu'elle n'a pas choisie, et en même temps une stratégie qu'elle a choisie parce que sa condition l'oblige. Ada qui est dans une forme de stratégie de survie en épousant cet homme plus riche qui vient d'Europe, auquel on accorde plus de valeur, pas seulement parce qu'il a de l'argent mais parce qu'il vient d'Europe. Et Suleiman qui est dans une autre stratégie de survie en risquant sa vie pour rejoindre l'Espagne. Et voilà, et ses copines et ses différentes femmes qui se positionnent chacune à leur manière sur quel choix faire, quelle possibilité peut-être. Quelle possibilité et quelle stratégie quoi,
fonctionnement, de survie. Merci pour ces informations, mais moi je voulais pour ce dont on parle en ce moment, mais pour moi le film, je suis pas du tout spécialiste du pays ou même des situations politiques, Non plus. mais il me semble que le film est avant tout une aventure visuelle. On nous emmène quelque part, loin, et avec des images que j'ai beaucoup appréciées. Une question après les compliments. Comment s'est passé le choix de la musique avec Fatima El Kadiri, qui est une musicienne que j'apprécie, mais je ne savais pas du tout qu'elle était impliquée sur ce film. Avez-vous rencontré des gens du label Hyperdub, ou est-ce que c'était dans vos écoutes favorites, ou vous connaissiez Fatima El Kadiri d'une autre façon? Merci. J'écoute sa musique depuis son premier morceau. À l'origine, son nom c'était Aïcha, et elle chantait, elle s'inspirait de chants musulmans, peut-être soufis d'ailleurs. Elle faisait de la musique électronique à partir de chants musulmans. Ça m'a tout de suite absolument, ça m'a retourné la tête, parce que depuis enfant, moi je suis très marquée par les chants justement musulmans, soufis du Sénégal. Donc ça m'a... Et en fait, en tant que jeune femme métisse, traversée par une multitude d'influences et de cultures, quand j'ai découvert la musique de Fatima El Kadiri, j'ai eu le sentiment d'avoir trouvé la musique qui représente ce brassage et surtout mon contemporain. Je me suis dit, voilà, la musique de ma génération, de mon contemporain est enfin arrivée. Et j'ai suivi tout ce qu'elle a fait. Elle n'est pas seulement musicienne, elle est aussi artiste. Enfin, c'est quelqu'un qui a une vision très puissante et un esthétique, un univers qui m'inspire beaucoup. Après, c'était pas nécessairement un univers que je maîtrisais particulièrement. Elle est très impliquée dans la question de ce qu'on appelle le Golfe, pays du Golfe futurisme, qui n'est pas spécialement un sujet que je maîtrise très bien, mais les informations qui me revenaient du paysage qu'elle construisait me fascinaient, sans forcément tout saisir. Et sa musique est très cinématographique depuis toujours, hyper hantée, et elle s'intéresse aussi beaucoup à la question des récits, des histoires minoritaires dans une culture dominée par une culture occidentale. Et elle est née, il se trouve que j'ai découvert qu'elle était née à Dakar, qu'elle avait passé la première année de sa vie à Dakar. Et quand j'ai écrit ce film, voilà, j'ai très naturellement été vers elle, parce que c'était évident que c'était la musicienne avec qui j'avais envie de collaborer, pas seulement parce que j'aime son univers esthétique et musical, mais aussi parce que il y avait tellement de circulation de correspondances géopolitiques dans nos parcours, que l'influence de la culture, de la religion et de la culture musulmane au Sénégal pouvait être vraiment aussi incarnée à travers la musique. Et que je pense que voilà, que Fatima était parfaite pour comprendre les enjeux artistiques et politiques du film, et voilà, je l'ai contactée. Et elle n'avait jamais réalisé de musique de film, donc il s'agit d'une première bande son pour elle. Donc c'était moi voilà, sur ce film on a quand même multiplié un certain nombre de premières fois. C'était le premier long métrage de mes productrices, le premier long métrage de Fatima, le premier montage de 7 ans de rigueur de ma monteuse, et finalement ça s'est accumulé comme ça, et enfin, je l'ai un peu accumulé avec un certain nombre de femmes de ma génération, et voilà. Et du coup, je rebondis sur les femmes de l'équipe. Je crois que c'est une chef opératrice aussi. Oui, que j'ai pas citée parce que pour le coup, c'était loin d'être son premier long métrage. Pas une débutante comme Monsieur parlait. Claire Maton. De la photo et de l'image.
Comment est-ce que tu as travaillé justement ça avec elle, ces images extérieures? Je pense aussi notamment à la tour, à la tour, enfin la tour fantôme aussi qui est dans le film. C'est difficile pour moi de parler du travail, de comment on travaille avec un chef-op, parce que pour moi, il n'y a pas d'image de chef-op, c'est l'image d'un film. Et je choisis pas un chef-op parce qu'il va m'apporter une image, parce que j'ai déjà un univers visuel très affirmé, et je sais ce que je regarde et comment je le regarde. Je choisis plutôt une chef opératrice pour le dialogue qu'on va mener ensemble sur ce dont on parle, et surtout sur notre capacité à fabriquer ensemble. Je cherche pas une chef-op pour le résultat de l'image, parce que je sais, j'ai pas besoin de ça. C'est vraiment plus sur le... Claire Maton, en fait, elle a d'un côté fait beaucoup, je sais pas, mais quelques documentaires dont j'ai beaucoup aimé pas l'image, dont j'ai beaucoup aimé les films. Et un film, c'est une collaboration, c'est une convergence de différents regards. Et en même temps, elle est capable, elle a accompagné des films d'une grande ambition esthétique comme L'Inconnu du lac. Et je trouvais que c'était vraiment quelqu'un qui savait à la fois travailler dans des conditions documentaires avec la réactivité et la fluidité qui va avec, savoir faire aussi avec ce qu'il y a sous ses yeux et réagir à partir de ça et ne pas se laisser alourdir par des principes de mise en scène trop lourds, et en même temps ne jamais perdre de vue qu'il s'agit d'un film plastique, fantastique, et comme l'idée c'était du fantastique inhérent au réel, de pas, que c'est pas un fantastique qui vient de l'extérieur, d'idées, il y a aussi ça veut pas dire que c'est dénué de concepts et d'influences de films de genre, mais l'idée c'est vraiment comme ça n'a pas de sens en Afrique d'aborder la question du fantastique comme séparé du réel, l'idée c'était vraiment de comprendre que c'était pas un fantastique, une plastique figée sur le réel, et pareil pour la musique, je voulais pas que la musique elle vienne surplomber et qu'elle vienne rendre intentionnel le genre, mais que tout s'entremêle et qu'il n'y ait pas de séparation entre la dimension très incarnée et très réaliste de certaines situations et cette dimension plus fantastique d'être. En plus, comme c'est vraiment un film sur le passage, la bascule, c'est une sorte de perpétuelle métamorphose. Donc c'était important de... Claire, c'était vraiment, je trouve, vraiment là, en termes de dialogue. En plus, ce que j'aime beaucoup chez Claire, c'est c'est moins le résultat, la belle image qui l'intéresse que qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on raconte et qui on regarde. Et ça, je trouve que c'est hyper précieux sur un tournage de pas nécessairement penser à la belle image, mais à qu'est-ce qu'on raconte, qui on regarde, et toujours revenir à ça. Donc j'étais très très contente de travailler avec elle. Est-ce que c'était facile ou pas à monter financièrement le projet? C'est un projet entre deux continents, voilà, assez atypique. Ben oui, parce que je sais pas pourquoi, c'est pas vraiment pas à moi de vous dire pourquoi le film, pourquoi les commissions ont accepté de me donner de l'argent. Mais comme j'ai travaillé plus de 4 ans dessus, voilà, j'ai pris, j'ai fait. Non, mais je sais pas, j'ai travaillé 3 ans et demi sur un scénario qui m'a ça a été super difficile. Un premier scénario de long métrage, c'est éprouvant. Mais je n'ai envoyé le scénario qu'au moment où j'étais moi-même convaincue que c'était exactement ce que je voulais raconter, de la manière dont je voulais raconter. Et j'ai eu... Voilà, et visiblement, ça a convaincu les commissions
auquel je l'ai envoyé, et du coup c'est allé vite. Et je le dis parce que c'est, j'espère, encourageant pour, voilà, enfin, pour les gens qui écrivent, parce que c'est pas nécessairement une galère de 10 ans, ça peut aussi aller vite, ça peut aussi se passer bien, et puis voilà, ce sera peut-être pas comme ça sur tous les films, c'est sûr, mais il se trouve que sur celui-là, le scénario a convaincu, parce que je sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi quand j'étais en commission et que je passais des orales, alors que je suis comme tout le monde, je suis quelqu'un qui doute, qui est trac, et je sentais que ce film-là, je ne sais pas si ce sera le cas sur le prochain, mais que il venait de tellement loin pour moi, il était tellement nécessaire que je l'ai défendu avec beaucoup de conviction, et peut-être que ça s'est transmis aux financeurs, une espèce d'évidence. Et au Sénégal, c'est le premier guichet de financement qui nous a soutenus. Il y a l'équivalent d'un CNC à Dakar, au Sénégal, depuis 5 ans. Donc voilà, c'est comme ça que le Sénégal a pu participer. Ça s'appelle le fonds FOPICA. Et la France ensuite, et la Belgique aussi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir tourner pas trop loin voilà, pas trop loin de la fin de l'écriture, ce qui était vraiment formidable. Bonsoir, merci pour Bonsoir. Votre beau film. Et je voulais savoir comment s'est passé l'accueil à la sortie à Dakar, au Sénégal. Est-ce qu'il a été aussi présenté dans d'autres pays d'Afrique et comment il a été reçu, s'il a été présenté? Et puis aussi une autre question, je vois qu'au scénario, vous êtes deux qui êtes crédités. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots aussi sur une personne? Avec plaisir. Merci. Donc le film a été montré qu'au Sénégal. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire a participé au financement aussi, mais il n'a pas encore été montré là-bas. Le film a été très bien reçu par les Sénégalais. Je l'ai montré 3 fois. 4 fois, avec aussi une avant-première, 2 différentes salles de cinéma et une projection organisée dans une université avec des étudiants. Et en discussion avec Felwine Sarr, un romancier intellectuel sénégalais dont j'admire beaucoup la pensée, qui a écrit un essai qui s'appelle Afrotopia, que je vous recommande. Et j'ai eu le bonheur inouï d'entendre les retours des spectateurs sénégalais et d'entendre un public qui se reconnaissait dans le film, qui reconnaissait son quotidien, ses réalités. En tout cas, je parle des personnes qui sont venues me transmettre leurs émotions et leurs réactions. J'ai pu en recevoir de la presse, et pour moi c'était pas du tout gagné, parce que je suis à la fois d'ici, de là-bas, je vis pas à Dakar, je vis à Paris. Il y aurait beaucoup de raisons de pas avoir envie d'aimer le film. Ils auraient pu décider de ne pas l'aimer sous prétexte que je parle pas wolof, que je vis à Paris et que je suis pas légitime. Enfin, ils auraient pu penser que j'étais pas légitime, etc., etc. Donc, et puis, je craignais que les scènes d'amour génèrent des polémiques, parce qu'il y a quand même pas mal de groupes très très conservateurs religieux qui font partir des polémiques à partir de rien. Donc il y avait plein de... voilà, j'étais assez... un peu anxieuse, et puis en fait ça s'est très 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 bien passé. Des jeunes filles m'ont dit à quel point elles étaient heureuses de s'identifier à Ada, qu'elle s'était sentie représentée. Et moi, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce film aussi, pour des raisons personnelles, pour les raisons que je vous ai évoquées en début de séance, mais aussi parce que j'ai vraiment eu l'envie très forte d'écrire et de filmer et d'offrir à des spectateurs des personnages forts, noirs,
des personnages forts dans le sens pas fort, mais des personnages, quoi. Et parce que j'en ai moi-même manqué, et parce que j'en peux plus de voir que des personnages blancs au cinéma, quoi. Et c'est le cas, en fait, enfin, j'exagère pas. Et qu'à un moment donné, c'est évidemment qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de films tournés en Occident que j'aime au-delà de leur géographie, que j'aime pour leur langage cinématographique, et c'est ce qui restera le plus important, au-delà d'où viennent les personnages, et qu'à un moment donné, voir aussi peu de films de personnages noirs au cinéma, c'était plus possible, quoi. Donc on fait aussi le cinéma qui nous a manqué ou qu'on a envie de voir. Et du coup, quand j'entends voilà, une jeune fille dans la salle à Dakar qui prend la parole et qui me dit qu'elle s'est sentie représentée et qu'elle reconnaît sa propre réalité, en fait, pour moi, c'est tout. C'est ce qui est le plus important, en fait, au fond, pour moi. Je vais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'en fait, j'avais un peu mélangé deux questions entre la photo et il y avait la question aussi de la je me rappelle ce que j'appellerais la tour fantôme, enfin la tour en construction qui est qui s'appelle la tour Miracle dans le film. Tour Miracle. Pas, mais... Pour savoir comment cette tour-là avait été un petit peu conçue, qu'est-ce que tu avais comme idée, comme représentation, comme en fait, symbole, elle est hautement symbolique, je pense. C'est venu d'un fait réel. J'ai découvert en faisant des recherches sur Internet que Ouad, l'ancien président, et Kadhafi, dans les années où se passe le film, entre 2000 et 2010, donc au moment où énormément de jeunes quittaient le pays et beaucoup mouraient en mer, que Ouad et Kadhafi, à ce moment-là, avaient eu le projet de construire une tour qui devait être la tour la plus haute d'Afrique, et qui devait être aussi la première tour solaire d'Afrique, qui devait mesurer 200 mètres de haut, qui devait abriter une salle de conférence et un hôtel de luxe. Et voilà, je trouvais étonnant de mettre tout cet argent à ce moment-là, dans cette période aussi désastreuse. Enfin, étonnant, non, pas étonnant, c'est pas du tout étonnant, mais ça m'a... J'ai trouvé ça... choquant. Ouais, révoltant. Et en plus de ça, je suis tombée sur les plans architecturaux de cette tour, qui était une pyramide toute noire, très très haute, toute noire, très sombre. Et ce qui m'a frappée, c'est que j'ai vu, avant de voir une tour de luxe, j'ai vu un monument aux morts, en fait. Et si j'ai vu un monument aux morts, c'est à la fois parce que c'était difficile de penser à autre chose, tant... la tour était vraiment très, très obscure, très, très maléfique. Et en même temps, je l'ai presque vue comme une sorte d'acte manqué, en fait, de la part de l'architecte ou de ceux qui l'ont conçu, une sorte comme s'ils n'avaient pas pu s'empêcher de proposer quelque chose de sombre et je sais pas, et de funèbre. De funeste, ouais, de funèbre, exactement. Et du coup, au moment où j'ai découvert cette tour, je crois que Ouad était déjà expulsé et Kadhafi abattu. Du coup, c'était un projet qui n'avait pas vu le jour pour ces raisons-là. J'ai eu envie de faire exister cette tour dans mon film, puisque quelque part, au moment où j'écrivais le film, c'était après 2013-14, et que l'époque dont je parlais, c'était encore celle de Ouad. Donc ça m'intéressait de la question du film d'époque, encore très proche. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait ce monument qui rappelle cette époque-là. Et puis je m'intéressais beaucoup au fait que cette tour au début du film, quelque part, incarne un futur, une ville future, et c'est possible, et qu'en même temps, ce futur ressemble à une sorte de fantasme en lévitation, de mirage, que ce soit pas tout à fait réel et palpable. Et voilà, et que ce futur en lévitation soit associé à ces ouvriers qui ne sont pas payés, et qui sont quand même censés construire cette vie future. Et voilà, et
et de la même manière que notre regard sur l'océan au fur et à mesure du film change au fur et à mesure des événements, cette tour, j'ai envie qu'elle prenne au fur et à mesure du film une allure de plus en plus menaçante et voilà, comme un maléfice qui s'abat sur la ville et comme le dit l'une des filles possédées à la fin du film, elle dit à cet entrepreneur que de manière... elle lui dit que maintenant quand il regardera sa tour de luxe et qu'il regardera les sommets faramineux de sa tour, il pensera à leur corps au fond de l'océan, et cette dynamique en fait du très très haut, du gigantisme et du tout en bas est vraiment quelque chose que j'ai voulu qu'on entende dans le film. Alors au départ, il n'y avait pas de dialogue. Je voulais que ce soit que cette dynamique, elle existe dans le film presque de manière physique, presque architecturale en fait. Et ça, je pense que ça, on l'aurait pas forcément perçu. Du coup, en post-synchro, j'ai rajouté ce dialogue parce que même si il y avait quelque chose de peut-être un peu maladroit dans ce dialogue, je me suis dit c'est pas grave qu'on l'entende quand même parce que c'est une image à laquelle j'avais pas envie de passer à côté de cet écart-là. Merci beaucoup pour le film, merci beaucoup pour les images. Je reprends juste la question de monsieur, en fait, qui n'a pas eu de réponse sur le co-auteur. Et justement, pardon. Comment vous disiez que c'était un peu douloureux. Oui, heureusement qu'il était là d'ailleurs. Alors, j'ai coécrit le film avec Olivier de Mongel, qui a le même âge que moi environ, et qui pour le coup est scénariste de différents longs métrages et qui, au moment où on s'est rencontrés, je crois qu'il avait déjà écrit un roman, qui est aussi romancier, et que j'ai rencontré, qui avait déjà écrit un long métrage avec un ami réalisateur. Et c'est difficile de parler d'une collaboration à l'écriture. Quand on s'est rencontrés, j'avais déjà l'idée originale assez précise, mais tout était à construire dans l'architecture, dans la structure, dans beaucoup de choses. Et donc notre travail a constitué pendant 3 ans à beaucoup se parler. Je ne sais pas si j'ai l'énergie de retracer les différentes étapes que nous avons construites ensemble en 3 ans. Il se trouve que je trouve ça assez difficile aussi après l'écriture, en passant par la préparation qui a pris du temps, le tournage et le montage qui a pris 7 mois. En fait, on passe en tant que réalisateur par tellement d'étapes de travail, par tellement de tunnels, de réflexions, de rencontres, d'émotions, de difficultés. C'est une aventure absolument hallucinante. Je remarque que c'est difficile je trouve après tout ça, d'avoir un souvenir précis de la construction et j'ai hyper hâte j'ai très envie de rediscuter avec lui parce qu'on s'était dit aussi que c'était bien qu'on se reparle de l'écriture en vue de peut-être discuter ensemble devant le public à certains moments de ce travail-là, mais pour ça nécessiterait vraiment pour moi presque de revenir, de me souvenir presque. C'est pas que j'ai une amnésie sur l'écriture du scénario, il y a plein de moments dans les discussions avec le public où je repars de certains moments précis, mais là vous parlez dans l'absolu de mon travail de collaboration avec lui, je sais pas si j'en ai l'énergie là maintenant, et on est passé par plein d'étapes. Ce qui était difficile, c'est que le film fantastique commence aussi tard, parce que pour que le fantastique arrive dans le film, il fallait attendre le retour des garçons, et qu'il y avait plein de temporalités dans le film, différentes à gérer. D'abord, le départ des garçons, le fait que finalement le film a reposé sur leur absence
mais qu'on a à peine le temps de la rencontrer. Donc comment faire exister ces garçons suffisamment fortement pour que leur absence se fasse sentir. Moi, l'une des choses que j'ai trouvé le plus difficile, c'est le temps entre le moment où Suleiman, les garçons disparaissent, et leur retour. Comment parler de la tristesse, de l'attente, de la peur, de la réalité qui se dérègle. Enfin, c'était vraiment un scénario très ambitieux à écrire, surtout pour moi qui suis plutôt avant tout plasticienne et qui suis d'abord dans un rapport de langage visuel, sonore, et tout d'un coup, c'était toute une dramaturgie à construire. Donc c'était et malgré, enfin, on a beau être accompagné par, en ce qui me concerne, c'est vraiment le cas. Olivier est vraiment, enfin, j'ai pris un plaisir fou à dialoguer avec lui cinématographiquement et intellectuellement. C'était vraiment l'interlocuteur parfait pour moi en termes de quel cinéma on a envie d'inventer à deux et quelle histoire on défend. Mais ça reste quand même, en tout cas pour moi, ça reste quand même mon film et quelque chose qui venait de loin chez moi, de très personnel, et ça reste quand même quelque chose qu'il faut driver. Mais ce dialogue, il est hyper précieux. Pour moi, c'est comme un accoucheur en fait, et c'est comme une psychanalyse. Hein, donc voilà, pour une introduction à notre collaboration, mais je pourrais en parler des heures parce que ça a duré 3 ans, c'est énorme comme travail. Avant de passer la parole à madame, peut-être pour la dernière question, je me fais le porte-parole du monsieur qui est sorti tout à l'heure et qui devait partir, mais qui m'a dit au creux de l'oreille qu'il avait beaucoup d'admiration. Il a même dit que c'était révolutionnaire d'avoir tourné le film en Wolof et que c'était pour lui essentiel parce qu'il y avait trop de cinéastes qui tournaient des films en Afrique et qui faisaient parler les personnages en français ou en anglais et que ça pouvait pas incarner que les acteurs pouvaient pas bien incarner leur rôle. Voilà, je traduis ce qu'on veut transmettre. Donc la dernière question avec madame. Bonsoir, je vous remercie pour votre film qui m'a beaucoup émue et pour votre présence. Et je me demande en fait si beaucoup des départs au Sénégal se font dans le silence et que les jeunes partent sans prévenir leur famille, sans en parler avec leur communauté, et si c'est un sujet tabou en fait là-bas. Merci. Oui, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup marquée. Et je ne sais pas si j'aurais fait le même film si j'avais pas appris ça et si ça ne se passait pas de cette façon. Le fait d'avoir appris que les garçons, quand ils partaient, ne prévenaient pas. Et a vraiment participé à l'intuition que ça serait un film fantastique, un film de fantôme. Et quand j'ai appris ça, j'étais à Dakar à cette période-là et j'imaginais qu'on puisse aller visiter son amoureux ou entrer dans la chambre de son frère pour chercher un truc et se rendre compte que son frère avait été parti et de le comprendre instantanément en ouvrant la porte, de le comprendre en fait. Et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a vraiment marqué. Et il y avait aussi cette dimension virale à ce moment-là où c'est comme si un virus circulait, que quelque part, au-delà des raisons économiques du départ, il y avait aussi chez ces jeunes garçons, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, une sorte de mimétisme aussi. Un tel l'a fait du quartier, donc moi je veux le faire aussi pour me prouver que c'est presque comme si à un endroit c'était aussi revenu remplacer le rite initiatique qui a quand même été très 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 fondateur pendant très très longtemps dans ces endroits-là. Et pendant très longtemps, je me permettais, parce que j'ai beaucoup parlé de mon court-métrage Atlantique, dans des situations comme celle-ci en festival, et j'osais à peine dire ça, que j'avais l'impression que ça venait aussi remplacer
quelque chose de l'ordre du rite initiatique, parce que je n'osais pas forcément faire part de mes intuitions. Bon, mais je le disais quand même. Et là, quand j'ai discuté avec Fel Winsar, que j'ai rencontré pour la première fois, celui dont je vous parlais, qui a écrit Afrotopia, qui vient d'une région où beaucoup de jeunes sont partis, il m'a dit ça. Et je me suis sentie moins seule avec cette intuition, et pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet endroit-là. Et je relie un peu le fait de ne pas prévenir au secret, à quelque chose qu'on prépare en secret, entre garçons. Et c'est à la fois quand on est une fille et qu'on assiste à ça, c'est assez fascinant aussi, c'est assez... Ça nous échappe et il y a une impuissance et c'est comme un groupuscule, quoi. Enfin, c'est... Mais voilà, et du coup... Et c'est pour ça qu'avant de décider de raconter le film à travers le point de vue des filles, pendant longtemps, mon projet, c'était pas ça, c'était de mettre en scène ces moments-là, de parler des garçons, de comment est-ce que ça se prépare, de comment est-ce que les garçons disparaissent, enfin, voilà. Mais il n'y avait que cette question, c'est ça, hein. Ouais. Merci. Beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour confier merci beaucoup pour votre présence. Merci à vous encore. Réseau. Merci beaucoup, Mathilde.